Sommes-nous seuls dans l'univers? Généralement, quand on pose la question au public, la réponse dominante est affirmative. Nous allons voir que cette réponse est biaisée, car aucun argument solide ne nous permet d'affirmer que ce que nous appelons vivant existe ailleurs que sur la Terre. Au contraire, depuis que nous explorons l'espace, tout semble montrer que notre planète naît d'une longue chaîne d'événements fortuits et uniques en son genre. Je vous précise tout de suite que la vidéo risque d'être assez longue, car je vais essayer d'être suffisamment exhaustif sur le sujet. Je m'efforcerai également de dire les sujets sur lesquels les scientifiques ont des certitudes, et ceux qui font encore l'objet de débats. En pratique, je vais diviser le sujet en deux vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons répondre à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» en prenant en compte les contraintes astronomiques que nous connaissons. Puis, dans une deuxième vidéo, nous répondrons à la même question, mais cette fois en prenant en compte les contraintes biologiques. Alors aujourd'hui, le public sait qu'il existe des centaines de milliards de galaxies dans l'univers, chacune contenant des milliards d'étoiles, avec autour d'elles des planètes. Comme il existe des milliards de planètes, la réponse va soi-disant de soi, on ne peut pas être seul dans l'univers. Ce raisonnement est souvent même complété de la remarque suivante. Il serait bien prétentieux de nous penser uniques. Mais ce raisonnement montre également la profonde méconnaissance du public sur la formation des systèmes planétaires, sur l'organisation de la matière et également sur la théorie de l'évolution. En effet, s'il vous est facile de prendre conscience que vous ne comprenez pas très bien la physique quantique ou la thermodynamique, des disciplines dans lesquelles le formalisme mathématique rappelle à chacun d'entre nous le chemin qu'il lui reste encore à parcourir pour obtenir une réelle compréhension du propos. Eh bien, les objets de la théorie de l'évolution sont des organismes, des choses du quotidien, des animaux, des chiens, des chats, des petits pois, des choses que l'on connaît tous dans notre vie quotidienne, dont la familiarité incite à croire que nous n'avons aucune difficulté à comprendre ce que l'on nous dit. Penser qu'il y a forcément de la vie ailleurs dans l'univers montre également les biais de raisonnement caractéristiques du cerveau humain, qui souvent se limitent à une vision simpliste des choses et à des choix binaires, opposant par exemple le vivant et l'inerte, le bien et le mal, le pour et le contre, le normal et l'anormal. Comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos sur l'esprit critique, si vous n'êtes pas un spécialiste d'un sujet, ne sous-estimez jamais la complexité du dit sujet. Autrement dit, si vous n'êtes pas un scientifique et que vous n'avez pas plus de connaissances que ça en sciences, eh bien, vous ne pouvez pas vous exprimer sur la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Si vous êtes dans ce cas-là, alors vous êtes victime de l'effet Dunning-Kruger. Car rechercher la vie extraterrestre, ce n'est pas partir à la recherche d'individus ayant développé des moyens de communication comme les nôtres. Au contraire, c'est soulever de nombreuses questions auxquelles il faut apporter des réponses précises, comme par exemple, dans quelle mesure ce que l'on observe sur la Terre se retrouve-t-il ailleurs sur notre planète? Qu'est-ce qu'il y a de générique dans les propriétés de la Terre et qu'est-ce qui relève de sa singularité? Existe-t-il simultanément et pendant des centaines de millions d'années des montagnes, des volcans, des océans d'eau liquide et une tectonique des plaques à la surface d'une autre planète? Combien a-t-on de chances de retrouver sur une autre planète une atmosphère semblable à celle de la Terre, quand on sait que la composition et les propriétés physiques de celle de notre planète ont constamment évolué tout au long de son histoire? Vous le voyez, le sujet finalement n'a rien de simple, et il va nous falloir un long moment sur cette vidéo pour prendre un par un chacune des réponses à ces questions. Car, à notre connaissance, si chacune de ces caractéristiques que nous venons d'évoquer ont des équivalents sur les autres planètes du système solaire, ou même sur les exoplanètes, nulle part on les retrouve toutes réunies ensemble simultanément. Alors, dans cette vidéo et la suivante, il sera souvent question de contingence. Je vais donc prendre quelques minutes pour définir ce terme afin de bien comprendre ce qu'il implique. En règle générale, les humains détestent la contingence, car ils pensent qu'ils contrôlent leur vie
en faisant des choix rationnels. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur l'esprit critique, cela est complètement faux. Il va donc falloir vous y faire. La contingence joue un rôle essentiel dans vos vies et surtout dans l'apparition du vivant. En première approche, on pourrait remplacer la contingence par le hasard. Mais il y a tout de même une différence entre les deux termes. Le hasard fait référence à une situation où un événement se produit sans aucune intention, sans aucune raison ou explication apparente. Par exemple, gagner à la loterie est considéré comme une question de hasard, car toutes les boules ont toutes la même probabilité d'être tirées, aucune n'ayant plus de chances qu'une autre d'être tirée plus souvent. Il n'y a donc aucune garantie préalable qui puisse vous garantir la victoire. La contingence se distingue du hasard par le fait qu'elle dépend de quelque chose. Avec la contingence, un événement se produira ou ne se produira pas, prendra tel chemin plutôt qu'un autre, en fonction de l'influence d'un ensemble de circonstances ou de conditions spécifiques. En d'autres termes, la contingence implique que quelque chose ne peut pas exister ou se produire sans l'influence de nombreux facteurs externes. Par exemple, la réussite d'un projet dépend souvent de plusieurs facteurs, tels que le budget, les ressources matérielles, humaines et financières, les compétences de l'équipe. Ces facteurs sont contingents, car ils sont nécessaires pour que le projet réussisse. Cependant, chacun de ces facteurs peut présenter des états d'aboutissement différents, pour au final aboutir à un taux de réussite du projet qui seront différents. Autrement dit, la contingence implique une dépendance vis-à-vis des circonstances ou de conditions spécifiques, tandis que le hasard est considéré comme une situation qui se produit sans raison apparente. La contingence implique donc que de petits écarts dans des conditions initiales, aussi minimes soient-ils, peuvent avoir des répercussions considérables à très grande échelle. Donc gardez bien cela dans un coin de votre tête et voyons maintenant quels sont les différents paramètres nécessaires à la formation de la Terre. Alors l'histoire de notre planète et des êtres vivants qu'elle héberge commence bien avant la formation du système solaire. Pour que notre planète puisse exister, avec les caractéristiques qui lui sont propres, de nombreux paramètres ont agi au niveau microscopique, et cela depuis fort longtemps, en fait depuis les tout débuts de l'univers. L'évolution dynamique de l'univers impose un certain nombre de contraintes pour voir un jour apparaître notre planète. Vous savez tous que l'univers est en expansion. L'une des conséquences de cette expansion est que l'univers a subi un refroidissement brutal quand il était plus jeune. Il est passé d'un milieu extrêmement chaud et dense à un volume immensément grand et froid. Aujourd'hui, la température du milieu interstellaire est de l'ordre de moins 270 degrés Celsius. Mais au cours des 3 premières minutes qui ont suivi le Big Bang, les conditions étaient réunies pour que les particules, les quarks, s'assemblent pour former des protons. Lorsque le proton est capable de capturer un électron, l'atome d'hydrogène est formé. La chute très rapide de la température, conditionnée par des paramètres très particuliers de l'expansion de l'univers, empêche les atomes de plus grande masse, tels que le carbone, l'azote ou l'oxygène, de se former. Ceux-ci se formeront plus tard au cœur des étoiles. Or, la décroissance rapide de la température de l'univers fait que les conditions de fabrication de l'hydrogène n'ont été réunies qu'au cours des 3 premières minutes après le Big Bang. Ce qui a permis une composition de l'univers à 90% d'hydrogène et 10% d'hélium. Si la décroissance de la température avait été beaucoup plus lente, la fabrication d'atomes de plus en plus massifs se serait produite jusqu'à la fabrication de l'atome de fer, le plus stable de tous les atomes. Autrement dit, on se serait retrouvé dans un univers entièrement et uniquement composé de fer à la place de l'hydrogène. La décroissance de la température, en fonction d'un taux d'expansion bien particulier de l'univers, représente la première contingence ayant modelé l'ensemble de l'évolution de l'univers et l'apparition du vivant.
La contingence intervient également lors de la formation des étoiles dans les galaxies. En effet, ce sont les conditions qui règnent dans les galaxies qui permettent ou non la formation des nébuleuses, à partir desquelles les étoiles vont se former. Et réciproquement, la formation des étoiles va influer sur l'évolution et le devenir de la galaxie. Nous savons également que le cœur des étoiles sont les usines où se fabriquent les atomes. Ces atomes sont libérés dans le milieu interstellaire à la mort des étoiles, soit au moment de la formation d'une nébuleuse planétaire pour les étoiles les moins massives, soit au moment des supernovas pour les étoiles les plus massives. Cela implique que les premières générations d'étoiles ne pouvaient pas être entourées de planètes, car les éléments lourds qui constituent ces dernières, comme le fer et le nickel, mais également le carbone et l'azote, n'existaient tout simplement pas dans l'univers. Il faudra qu'un nombre considérable d'étoiles massives explosent en supernova pour que ces atomes se fabriquent et soient libérés dans l'espace pour qu'un jour, ils puissent fabriquer des planètes. Les modèles nous indiquent que cela est possible une fois que l'univers est âgé d'au moins 1 milliard d'années. Nous savons également que la matière, c'est-à-dire tout ce qui constitue ce qui existe, des étoiles à votre corps humain, est constitué de seulement 92 atomes différents. Ils sont répertoriés dans le fameux tableau périodique des éléments. Grâce à ces connaissances, les astrophysiciens sont capables d'évaluer l'abondance des éléments chimiques dans l'univers. Sans surprise, l'élément le plus abondant est donc l'hydrogène, l'élément le plus simple qui existe, composé d'un seul proton et d'un seul électron. Nous avons vu qu'il s'est formé au cours des 3 premières minutes après le Big Bang. Le carbone est l'un des éléments les plus abondants de l'univers, avec l'oxygène et l'azote. Il constitue le squelette des molécules présentes dans tous les organismes vivants. Par ailleurs, l'atome de carbone possède 2 propriétés extrêmement importantes. Il est capable de former 4 liaisons moléculaires. Et il est capable de former, avec les autres atomes, comme l'oxygène, l'hydrogène, mais aussi d'autres atomes de carbone, des liaisons dont la stabilité n'est ni trop grande ni trop faible. Ces 2 propriétés sont à l'origine de la chimie organique. Alors même si nous connaissons qu'une seule forme de vie, c'est-à-dire celle qu'on a sur la Terre, eh bien elle est formée à partir des éléments chimiques les plus abondants dans l'univers, mais également en suivant les lois de la chimie qui, elles, sont déterministes. Ainsi, il y a davantage de chances pour que la vie se développe ailleurs selon les mêmes processus que ceux sur la Terre. Et a priori, il n'y a aucune raison d'avoir recours à une chimie exotique, par exemple basée sur le silicium, comme support d'une autre forme de vie. D'ailleurs, le silicium présente quelques inconvénients. D'une part, il est 10 fois moins abondant que le carbone dans l'univers. D'autre part, comme le carbone, il est capable de créer simultanément 4 liaisons. Mais ces liaisons sont très stables et demandent beaucoup d'énergie pour pouvoir permettre une diversité de composés chimiques nécessaires à la vie. Pour que la vie puisse apparaître, mais surtout se développer, il lui faut beaucoup de temps. Sur Terre, il a fallu au moins 700 millions d'années pour que les premières formes de vie apparaissent. C'est ce que nous verrons un peu plus loin dans cette vidéo. Pour que la vie apparaisse et se développe, il faut qu'une planète se forme autour d'une étoile stable, qui ne change pas ou peu de luminosité pendant des centaines de millions d'années. La durée de vie d'une étoile fixe le temps maximal pour que d'éventuels êtres vivants apparaissent et évoluent sur une planète. Et la durée de vie d'une étoile dépend de sa masse au moment de sa formation. Plus précisément, la durée de vie d'une étoile dépend à la fois de la quantité de matière à consommer, celle-ci étant proportionnelle à la masse de l'étoile, et du rythme de consommation de cette dernière, ce paramètre étant proportionnel à la luminosité de l'étoile. Ainsi, la durée de vie d'une étoile est proportionnelle au quotient de sa masse par sa luminosité. Ainsi, les étoiles les plus massives ont la durée de vie la plus courte. Une étoile de 10 masses solaires a une durée de vie de l'ordre de 30 millions d'années. C'est bien trop peu pour que la vie puisse apparaître et surtout se développer. Et une étoile dont la masse est supérieure
à 1,5 fois la masse solaire a une durée de vie inférieure à 4,5 milliards d'années, soit l'âge du système solaire actuel. Pour espérer trouver des formes de vie, il faut donc rechercher des planètes qui se situent autour d'étoiles dont la masse est inférieure à 1,5 fois la masse du Soleil. Alors par chance, ces étoiles sont aussi les plus nombreuses dans notre galaxie. Cependant, on ignore encore si cette répartition est universelle ou si elle est propre aux contraintes locales de la Voie lactée. De préférence, il faut également que l'étoile ne soit pas dans un système binaire ou multiple, sinon les orbites planétaires seront fortement perturbées par l'étoile voisine. Par ailleurs, les conditions d'insolation de la planète dépendent également de la particularité des deux étoiles, ce qui risque de poser de gros problèmes sur le système climatique de la planète. Or, dans notre galaxie, au moins 50% des étoiles sont des systèmes binaires ou multiples. Alors pour que la vie apparaisse sur une planète, il faut que l'orbite de la planète soit quasi circulaire, et ça pendant plusieurs centaines de millions d'années. Pour rappel, les orbites des planètes sont des ellipses, conformément aux lois de Kepler. Une orbite circulaire a une excentricité égale à 0, et une orbite elliptique a une excentricité qui peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 1. Si l'excentricité vaut 1, l'orbite est alors parabolique. L'excentricité de l'orbite terrestre est actuellement de 0,016 et celle de Mars de 0,093. On constate donc que les orbites de ces planètes sont plus proches du cercle que de l'ellipse. Si l'orbite est trop elliptique, les conditions climatiques varient fortement, car la planète se rapproche très proche de son étoile, puis s'en éloigne considérablement. Par ailleurs, dans un système à plusieurs planètes, si les orbites planétaires sont trop elliptiques, cela augmente l'interaction gravitationnelle entre les planètes, au point qu'elles peuvent finir par s'éjecter du système. Ces paramètres sont très sensibles au changement. Comme l'a démontré l'astronome serbe Milutin Milanković, les dernières périodes glaciaires qu'a connues la Terre sont liées, entre autres, aux perturbations gravitationnelles des autres planètes, qui ont fait varier l'excentricité de l'orbite terrestre de 0 à 0,05. Et en raison de cela, il y a 20 000 ans, la calotte polaire du pôle Nord s'étendait jusque sur le nord du Royaume-Uni. La zone habitable est une région autour d'une étoile dans laquelle une planète doit se maintenir pour préserver à sa surface de l'eau sous une forme liquide. Alors bien sûr, un objet peut se trouver dans cette zone et ne pas être habitable. C'est le cas de la Lune par exemple. Cette distance à l'étoile est déterminée par l'insolation, c'est-à-dire le flux lumineux que reçoit la planète. Si la planète se forme trop près de son étoile, il lui fera trop chaud et l'eau s'évapore. Au contraire, si la planète se forme trop loin de son étoile, il lui fera trop froid et toute l'eau de surface sera gelée. Prenez la Terre et éloignez-la du Soleil. Le flux solaire qu'elle va recevoir va diminuer, impliquant une baisse directe de la température de surface. De ce fait, de la glace et de la neige supplémentaires vont se former et donc augmenter le pouvoir réfléchissant de la surface. Et une étendue de neige peut être jusqu'à 10 fois plus réfléchissante qu'une étendue d'eau liquide. Ainsi, le flux solaire absorbé diminuera de plus belle, conduisant à des températures encore plus basses. On représente sur ce schéma une simulation de la Terre éloignée de 11% du Soleil. On constate qu'au bout de 20 ans, ce qui est extrêmement rapide à l'échelle des planètes, le mécanisme Runaway Glaciation fera en sorte que la surface de la Terre sera complètement gelée. En d'autres termes, on se retrouve avec une Terre boule de neige ou une Snowball Earth comme l'appellent les Anglais. Prenons maintenant la Terre et rapprochons-la de quelques pourcents du Soleil. L'augmentation du flux lumineux que la planète va recevoir va provoquer une augmentation de la température de surface. Si le flux solaire reçu par la planète est suffisamment important, l'évaporation des océans va s'emballer jusqu'à leur évaporation totale.
la vapeur d'eau correspondante va former une épaisse atmosphère opaque au rayonnement infrarouge thermique. Ainsi, la température à la surface de la Terre pourrait atteindre jusqu'à 1500 degrés Celsius. On l'aura compris, une planète possédant de l'eau liquide à sa surface est extrêmement sensible à un emballement de l'effet de serre. Il faut également ajouter qu'une planète doit avoir une masse suffisante, donc une gravité suffisante, pour retenir une atmosphère, qui elle-même exercera une pression permettant les différents changements d'état de l'eau. Mais la composition de cette atmosphère est également importante, car en fonction des gaz à effet de serre qu'elle contient, les températures de surface peuvent varier, et auquel cas, on se retrouve avec les contraintes expliquées plus haut. En conclusion, une planète très proche de son étoile doit posséder peu de gaz à effet de serre pour conserver de l'eau liquide à sa surface, alors qu'une planète très éloignée de son étoile doit avoir de grandes quantités de gaz à effet de serre pour pouvoir conserver des conditions de température favorables au maintien de l'eau liquide à la surface de la planète. Mais la distance de la zone habitable dépend également des caractéristiques de l'étoile. Pour les étoiles bleues, les étoiles les plus chaudes, cette zone se situe relativement loin de l'étoile. Malheureusement, si des planètes existent autour de ces étoiles, la durée de vie de ces étoiles est bien trop courte pour espérer voir la vie apparaître. Pour les étoiles naines rouges, très peu chaudes et donc très peu lumineuses, la zone habitable se situe très proche de l'étoile. Mais cela pose encore un problème. Plus une planète est proche de son étoile, plus les forces de marée exercées par l'étoile vont s'accentuer. Cela va provoquer 3 conséquences sur la planète. Une rotation synchrone, une circularisation de son orbite et un redressement de son axe de rotation. Prenons l'exemple d'une planète qui tournerait autour d'une étoile rouge de classe spectrale M. Du point de vue du développement de la vie, l'avantage d'une étoile de 0,3 masse solaire, c'est sa durée de vie, qui est 100 fois supérieure à celle du Soleil. Le rayonnement de l'étoile se fait essentiellement dans le domaine infrarouge et il est très stable dans le temps. Cependant, la zone habitable est très proche de l'étoile. La planète a alors une chance sur 2 pour être en rotation synchrone. Si tel est le cas, alors la planète présente donc toujours la même face à son étoile, tout comme la Lune tourne autour de la Terre. En supposant que cette planète possède une atmosphère et de l'eau liquide à sa surface, la planète peut alors diverger vers 2 états possibles. Si la quantité de vapeur d'eau initiale dans l'atmosphère est suffisante, alors l'effet de serre de la vapeur d'eau va s'emballer en évaporant la totalité du réservoir d'eau de la planète. Dans le deuxième cas, si la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère est insuffisante, alors l'évaporation de l'eau liquide côté jour n'est pas suffisamment intense pour dépasser le taux de condensation du côté nuit. Le seul état d'équilibre possible arrive lorsque la totalité de l'eau côté jour s'est évaporée complètement pour finir sous forme de glace du côté nuit. Dans les 2 cas, la planète n'est pas habitable. Cependant, l'habitabilité d'une planète à un instant donné dépend aussi de l'histoire de son étoile. Au moment de la formation de la Terre, la planète est très chaude et l'eau existe sous forme de vapeur d'eau. Au fil du refroidissement de la planète, l'eau se condense petit à petit en océan à condition que l'insolation solaire le permette. Pour la Terre, ce fut possible, car le jeune Soleil était 30% moins lumineux qu'il ne l'est aujourd'hui. Si les océans actuels étaient vaporisés par l'impact d'un astéroïde, par exemple, ils ne pourraient plus se condenser à nouveau, car l'insolation du Soleil est bien trop élevée de nos jours. La présence continuelle de vie sur Terre, depuis au moins 3,5 milliards d'années, suggère que notre planète a été capable de garder de l'eau liquide à sa surface pendant toute cette période. La masse d'une planète est un critère extrêmement important, car pour qu'une planète soit rocheuse, il faut que sa masse soit inférieure à 10 masses terrestres. Au-delà, la planète sera gazeuse, comme Jupiter ou Saturne. Et il est difficile de concevoir que la vie puisse se développer sur ce type de planète. En revanche, si la planète n'est pas assez massive, sa gravité sera trop faible, et elle ne pourra pas retenir d'atmosphère.
ce qui est le cas par exemple de Mercure, Mars et la Lune. En revanche, si sa masse dépasse 13 fois la masse de Jupiter, alors la température interne est suffisante pour déclencher la fusion nucléaire du deutérium, et l'astre devient alors une étoile naine brune. De plus, si la gravité est trop forte, la planète retiendra trop d'atmosphère, ce qui risque également d'empêcher la planète de se refroidir. Par ailleurs, une gravité trop forte rend prohibitif le coût énergétique des échanges de matière nécessaires aux vivants. La taille d'une planète, qui ne doit pas être confondue avec sa masse, est également un critère très important, car en fonction de sa taille, une planète se refroidira plus ou moins rapidement. En effet, le volume d'une sphère est proportionnel au cube du rayon, quand la surface ne l'est qu'au carré du rayon. Le rapport volume-surface varie donc en fonction du rayon. Ainsi, l'apport d'énergie augmente plus vite que les pertes lorsque le rayon augmente. Plus le rayon est élevé, plus la planète met du temps pour se refroidir. C'est le cas de Vénus, qui a la même taille que la Terre et qui présente encore aujourd'hui un volcanisme actif. A l'inverse, plus le rayon est petit, plus l'astre perd rapidement son énergie interne, ce qui est le cas de la Lune ou de Mars. La masse et la taille fixent la gravité de surface d'une planète. Et la gravité fixe l'aspect des paysages, notamment la hauteur des montagnes. Car plus la montagne est haute, plus elle a des chances de s'effondrer sous son propre poids. Ainsi, sur Terre, le mont Everest culmine à 8800 mètres, alors que la gravité terrestre autorise des montagnes jusqu'à à peu près 15 km d'altitude. Sur Mars, la gravité plus faible autorise des montagnes beaucoup plus hautes, comme Olympus Mons, qui mesure 22 km de haut. En conséquence, plus la gravité d'une planète sera forte, et plus les montagnes auront l'air de collines. Or, les reliefs ont une influence globale sur le climat d'une planète, en modifiant par exemple les mouvements atmosphériques de basse altitude. Par ailleurs, une planète qui a trop de gravité a une conséquence très concrète sur ses éventuels habitants, car elle risque de limiter la présence d'organismes sur la terre ferme. En effet, la pesanteur a un impact sur la morphologie des organismes, qui doivent disposer d'un système musculaire, de pattes et d'articulations capables de supporter leur poids. Par ailleurs, si la gravité est trop forte, la vitesse de libération de la planète sera tellement élevée qu'il sera quasi impossible de la quitter avec une fusée. Et si d'éventuels visiteurs se décidaient à atterrir sur une telle planète, eh bien, il y a fort à parier qu'ils y seront coincés à jamais. Lors de la formation des planètes autour du Soleil, d'autres paramètres vont encore intervenir, et ce avant même que la Terre ne se forme. Les modèles informatiques montrent que lorsque la planète se forme à partir d'un disque protosolaire, on aboutit à des planètes de masse croissante quand on s'éloigne de l'étoile. Or, ce cas n'est pas respecté dans le système solaire. En ce qui concerne les planètes telluriques, on a bien des masses croissantes entre Mercure, Vénus et la Terre, mais suivies d'une chute brutale avec Mars, dont la masse est 10 fois inférieure à celle de la Terre. Comment expliquer ce phénomène ? Eh bien, nous savons, depuis la fin des années 90 et la découverte d'exoplanètes gazeuses situées très proches de leur étoile, que les planètes géantes gazeuses migrent près de leur étoile au cours des premiers milliers d'années suivant leur formation. En effet, lors de la formation d'un système planétaire, la matière gazeuse ne peut rester à proximité de l'étoile en formation. Elle est soufflée par le rayonnement de l'étoile et le vent solaire. Cela implique que les planètes géantes gazeuses se forment obligatoirement dans la partie externe du disque protoplanétaire, dans les régions froides, là où la glace et les gaz subsistent. Vu la quantité de matière qui compose Jupiter, la plus massive planète du système solaire, il est fort probable qu'elle a dû se former en premier, car il lui a fallu beaucoup de temps pour accumuler de la matière. Au fur et à mesure que Jupiter gagne en masse, il commence à migrer en interagissant avec tous les astéroïdes qui sont autour de lui, et il se met à spiraler vers l'intérieur du système solaire. Pénétrant dans le système solaire interne,
il aurait vidé l'essentiel de la matière sur son passage, jusqu'à parvenir à environ 2 UA du Soleil. Alors pourquoi Jupiter se serait arrêté là? Parce que dans les conditions bien spécifiques qui régnaient dans le disque protosolaire, une autre planète géante est en train de se former, Saturne. Elle se forme plus lentement, car située plus loin dans le disque externe, là où il y a moins de matière. Sa migration, qui demande une masse suffisante pour interagir avec les astéroïdes, commence donc plus tardivement. Elle commence alors à spiraler vers le Soleil, jusqu'à être stoppée lorsqu'elle va rentrer en résonance avec Jupiter. À ce moment-là, Saturne fait exactement 2 tours autour du Soleil, quand Jupiter en fait exactement 3. Cette résonance bloque la migration de Jupiter et de Saturne. Si Saturne avait eu une masse plus faible, elle n'aurait pas pu empêcher Jupiter de poursuivre sa route vers le Soleil, bouleversant ainsi la matière disponible près de l'étoile et empêchant la formation des planètes telluriques, dont la Terre. Dans ce cas, nous n'aurions jamais existé. En revanche, si Saturne avait eu une masse supérieure, les 2 géantes gazeuses auraient plongé directement vers le Soleil, et dans ce cas, nous ne serions pas là non plus. C'est donc bien le rapport de masse de Jupiter et de Saturne qui leur a permis une migration bien particulière, imposée par des conditions particulières qui régnaient dans le disque protosolaire au moment de la formation des 2 planètes. Les résonances régissent tout le système solaire et jouent un rôle important dans sa dynamique. Elles expliquent par exemple le dépeuplement de certaines orbites dans la ceinture principale d'astéroïdes, en raison justement de résonance avec Jupiter. De même, Neptune et Pluton sont en résonance, de sorte qu'elles ne peuvent jamais entrer en collision. La résonance Jupiter-Saturne provoque d'ailleurs un autre phénomène non négligeable. Elle déclenche une perturbation gravitationnelle de tous les astéroïdes du disque protosolaire, ce que les astronomes appellent le grand bombardement tardif. Cela entraîne une migration de Jupiter et de Saturne vers l'extérieur du système solaire. Dans la partie interne du disque, près du Soleil, la migration des 2 planètes a conduit à la formation d'un disque fortement confiné en deçà d'une unité astronomique. Ce phénomène permet d'expliquer la répartition des masses des planètes telluriques que nous observons aujourd'hui, et notamment la faible masse de Mars. Le modèle décrit ici exige encore d'être validé par les observations. Ces observations débuteront en 2027 avec la sonde Lucie qui va explorer les satellites troyens de Jupiter. Cependant, le modèle de Nice, comme on l'appelle, a l'avantage de décrire fort bien de nombreuses particularités que nous observons aujourd'hui dans le système solaire. Si le modèle de Nice reste à confirmer, la découverte d'exoplanètes géantes gazeuses situées à proximité de leur étoile prouve que la migration des planètes gazeuses est un phénomène générique, qui se produit dans tous les systèmes planétaires en formation. Mais les conséquences qu'il engendre sur la formation des planètes donnent une immense variété des possibles, qui explique la très grande diversité des exoplanètes que l'on découvre. Si les résonances sont fréquentes en astronomie, la dynamique qu'elles vont engendrer dans les systèmes planétaires en formation est en revanche spécifique à chaque situation, car elles dépendent à chaque fois de la masse et de la distance des astres entre eux, mais également de nombreux autres paramètres qui font la spécificité de chaque disque protosolaire. On voit ici à nouveau le rôle de la contingence. Si on change la structure, la composition, la température du disque protosolaire, cela engendre un ensemble de planètes en nombre, en masse, en orbite et en composition totalement autres. Notre planète Terre est donc unique, dans le sens où les processus et la succession des processus qui lui ont permis de se former sont uniques. L'apparition d'un champ magnétique autour d'une planète est également important pour l'apparition du vivant. En effet, sans champ magnétique, les particules du vent solaire balayent les molécules atmosphériques qui peuvent alors s'échapper dans l'espace. Par ailleurs, le champ magnétique terrestre joue depuis toujours un rôle protecteur fondamental en déviant les particules du vent solaire dont l'effet serait létal pour les organismes vivants. La formation d'un noyau métallique est une des conditions nécessaires à l'apparition d'un champ magnétique. Les mouvements qui affectent le noyau liquide induisent des courants électriques qui donnent naissance au champ magnétique. Alors depuis combien de temps la Terre possède-t-elle un champ magnétique ?
Eh bien, certains minéraux, comme les zircons, peuvent enregistrer sous la forme d'une aimantation rémanente les caractéristiques du champ magnétique au moment où ils se sont cristallisés. À ce jour, la plus ancienne trace du champ magnétique terrestre est conservée dans des roches trouvées en Afrique du Sud, qui sont âgées de 3,6 milliards d'années. La chaleur interne de la Terre est produite par la désintégration radioactive de l'uranium 235 et 238, du thorium 232 et du potassium 40, qui se situent tous dans le manteau terrestre. La transformation de ces éléments en plomb et en argon se fait sur des milliards d'années. La chaleur qu'ils dégagent provoque les mouvements de convection du manteau terrestre, mettant en mouvement la tectonique des plaques, qui à son tour forment les montagnes, le volcanisme, les tremblements de terre et les tsunamis que nous observons à la surface de la planète. Les volcans jouent un rôle important pour que la vie puisse se développer tout au long de l'existence de la Terre, car ils permettent les échanges gazeux entre l'atmosphère, les océans et l'intérieur de la planète. Il y a 4,4 milliards d'années, grâce au dégazage des volcans, l'atmosphère primitive de la Terre se forme, principalement composée de CO2 et de vapeur d'eau. La condensation de cette eau forme des pluies diluviennes qui s'abattent sur la surface de la planète et qui forment une partie des premiers océans. L'autre apport de l'eau sur la Terre, ce sont les comètes, mais nous y reviendrons un petit peu plus loin. Le CO2 atmosphérique est indispensable pour provoquer l'effet de serre. Sans lui, la température actuelle à la surface de la Terre serait 15 degrés plus basse. Au moment de la formation de la Terre, le Soleil était moins lumineux qu'aujourd'hui. Il fallait donc davantage de CO2 dans l'atmosphère. Sans cela, la Terre aurait été complètement gelée, avec une température moyenne de moins 60 degrés Celsius, et donc pas propice à la vie. Mais trop de CO2, ce n'est pas bon non plus. Cela provoque un emballement de l'effet de serre, et cela transforme notre planète en fournaise. Heureusement, il y a une soupape de sécurité. Le CO2 a la capacité de se dissoudre dans l'eau. La Terre primordiale possédait vraisemblablement une atmosphère comparable à celle de Mars et de Vénus, largement dominée par le CO2. Mais la présence permanente d'océans sur la Terre en a progressivement dépourvu. Elle a permis la dissolution de la quasi-totalité du CO2 initial, afin qu'il soit précipité sous la forme de carbonate. Ce sont ces carbonates que l'on retrouve aujourd'hui sous la forme de calcaire et de marbre dans les lieux où l'océan s'est retiré. La valeur actuelle du CO2 atmosphérique est très faible. Elle est de 0,04%. Cette concentration actuelle provient pour l'essentiel du recyclage par la tectonique des plaques et le volcanisme d'une infime fraction du CO2 stocké sous la forme des carbonates dans les continents, puis libéré dans l'atmosphère. Comme vous le constatez, cette concentration est très faible, mais suffisante pour permettre l'augmentation des températures de l'ordre de 33 degrés par effet de serre, et maintenir ainsi la température moyenne à la surface de la Terre à 15 degrés, ce qui empêche l'eau des océans de geler. Sans cet effet de serre, la Terre serait recouverte entièrement de glace très réfléchissante, diminuant fortement l'énergie solaire absorbée par la surface. On voit là l'importance de l'effet de serre produit par le CO2 naturel, ce qui nous donne une idée du danger des rejets de CO2 par les activités humaines. La production d'énergie mondiale actuelle se fait essentiellement à partir de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, qui produisent tous du CO2. La concentration de CO2 atmosphérique était de 280 parties par million, soit 0,028%, au début de l'ère industrielle, donc en 1850. Elle est passée à 0,03% en 1950, et actuellement, depuis 2015, elle atteint 0,04%. À ce rythme, elle aura doublé à l'horizon 2050 pour atteindre à peu près 0,05%, avec toutes les conséquences climatiques qui iront avec. Mais bon, fermons cette parenthèse. Des volcans, on en trouve un peu partout dans le système solaire. Il y en a sur Vénus et sur Mars, ainsi que sur Io, le satellite de Jupiter.
C'est un mécanisme naturel pour évacuer la chaleur interne des astres. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du volcanisme qu'il y a de la vie partout. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que sans volcanisme, la vie ne peut pas exister. Nous avons commencé à l'évoquer, un mécanisme propre à notre planète permet de réguler le CO2 dans l'atmosphère. C'est la tectonique des plaques, en activité depuis au moins 2,5 milliards d'années. Pour faire simple, le CO2 présent dans l'air tend à se dissoudre dans l'eau issue des précipitations sous forme de carbonate. En ruisselant sur les surfaces, cette eau dissout ainsi les roches silicatées présentes à la surface de la Terre. Les produits de ces dissolutions sont transportés par les rivières vers les océans où ils s'accumulent. Au-delà d'une certaine concentration, les ions se combinent pour former donc des carbonates qui constituent les roches calcaires. De nos jours, sur Terre, la formation des carbonates à partir des ions dissous est assurée par certains organismes vivants pour fabriquer les coquilles ou les squelettes. Une fois formé, le carbonate tombe au fond des océans pour former des sédiments qui sont transportés lentement sur le plancher océanique, se subductant par tectonique des plaques. En profondeur, les hautes pressions et températures inversent la réaction et libèrent le CO2. Celui-ci est réinjecté dans l'atmosphère par le volcan. C'est ce qu'on appelle le cycle carbone-silicate. Les études montrent que si on change un tout petit peu la tectonique des plaques, au lieu de 10 grandes plaques que nous connaissons, on en met un petit peu plus ou un petit peu moins, on n'obtient pas du tout le même recyclage du CO2. En conséquence, toute l'évolution de la biosphère est modifiée. Alors cela pose une question importante. La tectonique des plaques est-elle un phénomène courant ou unique dans l'univers? L'exploration du système solaire nous montre que la tectonique des plaques n'existe que sur la Terre. Et l'absence de tectonique n'est pas sans conséquence, car sans tectonique, les éléments chimiques qui sédimentent dans les fonds océaniques ne peuvent plus être réinjectés dans l'atmosphère. Le cas du phosphore, par exemple, est emblématique. Le phosphore est indispensable à la matière organique car il est lié au stockage et au transfert d'énergie dans les cellules des êtres vivants grâce à l'adénosine triphosphate, ce qu'on appelle l'ATP. Mais il participe également à la formation des nucléotides, c'est-à-dire les éléments constitutifs de l'ADN. À court terme, le phosphore est transformé par voie chimique ou biologique, tandis qu'à long terme, c'est la tectonique des plaques qui règle son évolution. Sans tectonique des plaques, pas de fermeture du cycle du phosphate, et en conséquence, pas d'ADN. Même si le sujet est encore discuté au sein de la communauté scientifique, le rôle de la tectonique des plaques dans l'habitabilité d'une planète semble important. Par sa masse élevée en rapport à celle de la Terre, la Lune participe également à l'évolution de notre planète. C'est un cas unique dans le système solaire. Mercure et Vénus n'ont pas de satellites, et Mars en a deux petits, Phobos et Deimos, comparables à des astéroïdes. Ils n'ont aucune conséquence sur Mars. Quant aux planètes gazeuses, si leurs principaux satellites sont d'une taille et d'une masse comparable à celle de notre Lune, la masse de ces planètes est bien trop importante pour que leurs satellites aient une quelconque influence sur elles. L'étude des roches lunaires rapportées par les missions Apollo ont permis de comprendre comment la Lune s'est formée. Lorsque la Terre était âgée de quelques dizaines de millions d'années, elle a été impactée par Theia, une protoplanète qui devait avoir à peu près la taille de Mars et dont la masse était de 1/10 de la masse de la Terre. L'impact est tellement violent que le corps impacteur est détruit. La surface de la Terre elle-même est entièrement fondue. Le noyau de l'impacteur a pénétré directement dans le manteau terrestre et est venu s'incorporer au noyau de la Terre. Une fraction de l'eau contenue dans Theia est restée piégée dans les profondeurs de la Terre pour donner plus tard la croûte et le manteau supérieur. Le degré d'hydratation des roches aurait alors donné la viscosité nécessaire à l'origine de la tectonique des plaques, qui, rappelons, est tout à fait particulière en nombre de plaques et en vitesse de déplacement. Cette tectonique est à l'origine d'une activité volcanique et sismique particulière, assurant le recyclage atmosphérique. Mais les conséquences de cet impact ne s'arrêtent pas là. Il a provoqué une transformation de l'intérieur de la Terre, permettant au fer et au nickel, ainsi qu'à d'autres matériaux lourds,
de plonger au centre par gravité, formant le noyau métallique, en partie liquide, indispensable à la formation du champ magnétique, lui-même indispensable au maintien de l'atmosphère. La conséquence de l'impact avec Theia va également donner à la Terre une nouvelle compagne, la Lune, qui va jouer un rôle décisif dans l'éclosion de l'écosystème terrestre. Lors de sa formation, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre. Cela a eu pour effet de provoquer des marées plus importantes qu'aujourd'hui. La Lune a ainsi contribué au brassage des océans, ce qui a peut-être eu une conséquence sur l'évolution biologique. De plus, la Lune stabilise l'inclinaison de l'axe de la Terre. Cette inclinaison est à l'origine des saisons. Grâce à la présence de la Lune, cette inclinaison est de 23 degrés et est restée constante depuis plusieurs milliards d'années. Elle a varié tout au plus d'environ 1 degré. Une nouvelle fois, la contingence se manifeste, car la valeur de l'inclinaison de l'axe de la Terre dépend des propriétés physiques de l'objet impacteur et des circonstances de l'impact. Si on change ces paramètres, l'inclinaison n'est plus la même et les conséquences climatiques sont différentes. Comme l'ont montré les astrophysiciens, dans le cas de la planète Mars, il y a 2 ou 3 millions d'années, son inclinaison était de l'ordre de 10 degrés supérieure à ce qu'elle n'est aujourd'hui. Si l'inclinaison de la Terre variait comme celle de Mars, notre planète aurait connu des saisons chaotiques et des modifications du climat en faisant alterner beaucoup plus rapidement les périodes de glaciation et les périodes de réchauffement. Or, pour que la vie se développe et évolue, elle a besoin d'un environnement stable sur des millions d'années. Sur Terre, le cycle saisonnier influence le biorhythme. Phase d'activité, plus ou moins forte selon les espèces, hibernation des mammifères, dormance des graines et période de reproduction. Grâce aux propriétés bien particulières et spécifiques de la Lune, la vie sur Terre a bénéficié d'un climat stable et d'océans présents à la surface de la planète depuis près de 4 milliards d'années. Une nouvelle fois, on voit l'importance de la contingence. Chaque planète du système solaire a connu des évolutions différentes, notamment en raison des différentes collisions qu'elles ont subies lors de leur formation. Si on change un tout petit peu les paramètres de l'impact de Theia, on change totalement l'histoire de l'évolution de la Terre. Si Theia avait frontalement percuté la Terre, elle aurait intégralement été absorbée et n'aurait pas formé de disque de débris circumterrestre à l'origine de la formation de la Lune. Si au contraire le choc avait été très rasant, la température interne de la Terre n'aurait pas été suffisante, l'hydratation du manteau n'aurait pas été suffisante non plus, et on aurait obtenu une viscosité du manteau différente, qui aurait donné une tectonique différente, voire pas de tectonique du tout. Enfin, si la Lune était moins massive, elle aurait engendré des effets gravitationnels mineurs, ne stabilisant pas l'inclinaison de la Terre, et en conséquence, ne stabilisant pas le climat non plus. Les propriétés évolutives du vivant pourraient être très sensibles aux caractéristiques de ces impacts, notamment en ce qui concerne le rapport de masse entre l'impacteur et l'impacté, la vitesse et la géométrie du choc, et la composition de l'impacteur. L'eau, sous sa forme liquide, recouvre 70% de la surface de notre planète. Mais d'où vient toute cette eau? On a longtemps pensé que l'eau des océans fut apportée par les impacts d'astéroïdes et de comètes survenus pendant les premières centaines de millions d'années qui suivirent la formation de la Terre. Cependant, l'analyse des roches terrestres et lunaires nous indique que les impacts d'astéroïdes après la formation de la Lune n'auraient apporté que 5 à 30% de l'eau de notre planète. Autrement dit, 70 à 95% de l'eau terrestre était déjà présente dans la prototerre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une roche parfaitement sèche contient en réalité beaucoup d'eau. Il est probable que les roches qui ont formé la Terre contenaient déjà de l'eau. Et un apport non négligeable est également survenu avec l'impact de Theia qui a formé la Lune. Theia a transféré une partie de son eau dans le manteau de notre planète. Cette eau fut ensuite libérée à la surface grâce au volcanisme. Nous savons que l'eau, sous sa forme liquide, est sans doute essentielle à l'apparition et au développement de la vie. Les océans jouent un rôle majeur dans le climat,
car les courants océaniques régulent la température entre les régions polaires et équatoriales, mais également en captant une partie du CO2 atmosphérique. En l'état actuel de nos connaissances, l'eau liquide est le seul solvant permettant une chimie très riche. La molécule d'eau est très fréquente dans l'univers. En effet, l'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers, ainsi que l'oxygène. La molécule H2O est donc abondante dans l'univers, mais essentiellement sous forme de glace. La grande difficulté est de trouver l'eau sous la forme liquide, et de préférence à la surface d'une planète. L'atome de carbone, fabriqué dans le cœur des étoiles, se prête à une chimie foisonnante, même à très basse température. En présence d'hydrogène et d'oxygène, une multitude de composés vont se synthétiser dans les nébuleuses. Lorsque celles-ci se condensent sous l'effet de la gravité, et avant même qu'elles ne forment des étoiles, la densité est suffisante pour que ces atomes se lient en molécules sous forme de dihydrogène et de monoxyde. Des dizaines de composés sont détectés comme le méthanol et l'éthanol. Entre la phase initiale où le milieu atomique devient moléculaire et celle où apparaissent les protoplanètes, la densité du disque protoplanétaire a augmenté d'un facteur 1 million. Le nombre de collisions entre gaz et grains de matière augmente proportionnellement. La chimie du carbone donne naissance à une immense variété de composés différents. Ceux-ci se retrouvent conservés dans la glace, dans la partie externe du disque protoplanétaire, très loin de l'étoile. Mais dans la nébuleuse primitive, les atomes et les molécules se forment en suivant les lois de la chimie, qui sont déterministes. On peut supposer alors que tous les disques protoplanétaires doivent former les mêmes composants. Mais en fait, ce serait une erreur, car ces lois déterministes dépendent elles-mêmes des conditions régnant dans le disque. Ainsi, elles n'affectent pas nécessairement l'ensemble des constituants. Une nouvelle fois, la contingence va jouer, pour favoriser telle ou telle réaction. La chimie devient alors intimement liée à la dynamique spécifique à chaque effondrement de nébuleuse, liée aux collisions induites, au rayonnement émis et aux dissipations d'énergie réalisées. Un grand nombre de facteurs contingents interviennent dans la complexification des réactions chimiques qui vont caractériser les phases les plus denses de l'évolution des nuages protoplanétaires. Finalement, les comètes et les astéroïdes ont déposé cette matière organique à la surface de toutes les planètes du système solaire et de leurs satellites. Si les conditions favorables sont réunies, alors la vie va pouvoir éclore. Mais si les conditions ne sont pas réunies, eh bien rien ne se passe. Pour passer de l'inerte au vivant, il faut un ensemble de conditions environnementales spécifiques que nous commençons tout juste à entrevoir. La question que les scientifiques se posent est quel milieu particulier a permis l'apparition des premiers organismes vivants. La découverte des exoplanètes révèle leur incroyable diversité. Au début de l'année 2023, près de 6000 exoplanètes sont connues autour des autres étoiles. Et pas une seule ne ressemble à la Terre. Mais que signifie exactement cette expression qui ressemble à la Terre? Lorsque nous recherchons des exoplanètes, pour ne pas dire des exotères, que cherchons-nous exactement? S'il s'agit de trouver une planète qui a une masse semblable à la Terre, située à la bonne distance de son étoile, qui elle-même est comparable à notre Soleil, alors oui, il y a de fortes chances qu'une telle planète existe. Cependant, ce n'est pas parce qu'une telle planète existe qu'elle possède les autres propriétés de la Terre, notamment en ce qui concerne sa couverture océanique, sa tectonique des plaques et son atmosphère. Ce n'est pas parce qu'une telle planète existe qu'elle est forcément habitable, au sens de ce que furent les conditions terrestres pour permettre la chimie de la vie. Nous l'avons vu, la succession d'événements qui ont été nécessaires pour que les conditions qui permettent à la vie d'exister sur Terre sont extrêmement nombreuses. Et il est très peu probable qu'ils se réunissent à nouveau, tous dans le même ordre sur une autre planète. Par ailleurs, en admettant qu'une forme de vie se développe ailleurs,
même si elle est composée des mêmes éléments chimiques que la vie terrestre. Elle sera forcément différente, car elle se sera développée dans un environnement différent. Qualifier une planète d'habitable est donc très discutable. Il ne suffit pas qu'une planète abrite des océans d'eau liquide pour qu'elle soit habitable. On l'a dit, sur Terre, il s'agit d'une eau additionnée d'ingrédients particuliers, non encore caractérisés dans leur ensemble, orientant une évolution moléculaire fondamentalement singulière. Température, acidité, contenu en cations métalliques et en catalyseurs ont favorisé des réactions métaboliques initiales. D'autres propriétés de cette eau, avec d'autres ingrédients, auraient vraisemblablement conduit à une évolution chimique différente, synthétisant d'autres composés moléculaires que ceux que nous connaissons sur Terre. Ainsi, l'habitabilité d'une planète ne saurait se résumer à la stabilité d'eau à l'état liquide. Alors pour conclure cette première vidéo sur la recherche de la vie dans l'univers, une chose doit retenir notre attention. L'étude des différents objets du système solaire, mais également des 6000 exoplanètes connues, révèle une très grande diversité d'astres. Chacun ayant connu une histoire différente, et aucun semble regrouper tous les critères que nous venons d'évoquer pour notre planète. Dès lors, comment classer notre système solaire? Il n'est certainement pas unique en matière d'entité. La formation des planètes est à l'évidence un phénomène banal dans l'univers. Mais les caractéristiques des exoplanètes sont si diverses que nous savons avec certitude que l'évolution et la genèse des systèmes planétaires sont très diverses. Le système solaire représente une évolution possible d'un phénomène générique, qui a connu des bifurcations plus ou moins improbables avant d'arriver à l'état dans lequel nous l'observons aujourd'hui. L'habitabilité d'une planète dépend de très nombreux paramètres. Flux lumineux reçu, composition, taille et masse de la planète, composition et masse de l'atmosphère, paramètres orbitaux comme l'excentricité ou l'obliquité. La question est donc, combien existe-t-il de chances pour que tous ces critères que nous venons d'évoquer cohabitent simultanément sur une autre planète? Sans pouvoir chiffrer la réponse avec précision, on pressent tout de même que la réponse va être bien peu. Mais une autre question se pose. Parmi les milliers de chemins proposés, combien peuvent aboutir à l'apparition d'une planète réunissant ces critères, certes différents de ceux de la Terre, mais permettant tout de même d'aboutir à des formes de vie? Une fois encore, il n'est pas possible de chiffrer la réponse avec précision. Mais au vu de tous les astres que nous connaissons, là aussi, on pressent tout de même que la réponse va être bien peu. Autrement dit, même si nous ne pouvons peut-être pas être les seuls dans l'univers, il est fort probable que celui-ci ne grouille pas de vie, contrairement à ce que laisse penser notre imaginaire. Ainsi, s'il existe d'autres formes de vie dans l'univers, elles risquent fort de se trouver très éloignées les unes des autres. On l'aura compris, la question de l'unicité ou non de la vie terrestre est directement liée à celle des facteurs responsables de son évolution. De la probabilité de les rencontrer ailleurs, avec des paramètres ou propriétés semblables, dépend la réponse à l'interrogation « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Après avoir étudié les contraintes astronomiques, nous aborderons dans la prochaine vidéo les contraintes biologiques qui ont favorisé ou non l'évolution du vivant sur notre planète, pour aboutir aux différentes formes de vie que nous connaissons aujourd'hui.